Bonjour, bienvenue à tous pour cette toute nouvelle vidéo, avec cette toute nouvelle histoire. En juin 1999, la police de l'État de Rhode Island aux États-Unis subissait une énorme pression à cause d'une affaire très compliquée et étrange. Cette affaire avait terrorisé et choqué les habitants du quartier où elle s'était produite. Ce qui perturbait les enquêteurs, c'était qu'ils avaient tout essayé, cherché partout, mais n'avaient trouvé aucun résultat. Cependant, leur chance a tourné lors de leur dernière tentative de recherche de preuves. Ils sont retournés sur la scène du crime et y ont découvert un détail qu'ils n'avaient pas remarqué la première fois. Ce détail allait s'avérer être le fil conducteur qui les mènerait au meurtrier, une personne extrêmement dangereuse et sauvage. Le 30 mai 1999, vers 10 h du matin, une femme nommée Sally Creek arriva chez son amie Angela, qui vivait dans un village appelé Little Compton, situé dans l'État de Rhode Island. Sally avait l'habitude de passer prendre Angela pour qu'elles aillent ensemble au travail. Mais ce jour-là, malgré ses nombreux coups à la porte, personne n'ouvrit. Sally supposa qu'Angela était partie plus tôt au travail, alors elle retourna chez elle et se dirigea également vers leur lieu de travail. Une fois arrivée, la première chose que ses collègues lui demandèrent fut « Où est Angela ? Elle vient toujours avec toi ici ?» Sally réalisa qu'Angela n'était ni chez elle ni au travail, et elle commença à ressentir de l'anxiété et de la peur pour son amie, en se demandant si quelque chose de grave lui était arrivé. Angela était une femme d'un certain âge, vivant seule, ce qui inquiétait encore plus Sally. Elle décida de retourner immédiatement chez Angela. En arrivant, elle remarqua la voiture d'Angela dans le parking, ce qui lui avait échappé la première fois. Cela signifiait qu'Angela était à la maison. Sally se dit alors que son amie devait être malade ou quelque chose de similaire. Peut-être ne l'avait-elle pas entendu frapper à cause du sommeil. Elle retourna à la porte et frappa de nouveau, mais comme la première fois, personne n'ouvrit. Sally réfléchit rapidement à ce qu'elle devait faire, appeler la police ou les amis d'Angela. Dans le doute, elle essaya la poignée de la porte pour vérifier si celle-ci était verrouillée ou non, et constata qu'elle était ouverte. Cela lui parut étrange qu'Angela ait laissé la porte d'entrée déverrouillée, mais à ce moment-là, son principal souci était de savoir si son amie allait bien. Sally entra dans la maison et tout était silencieux, personne ne répondait à ses appels. Elle pensa qu'Angela avait peut-être chuté ou perdu connaissance. En avançant dans la maison, elle entendit un bruit étrange. Ce bruit venait de l'étage, et en montant les escaliers, Sally réalisa que c'était de l'eau qui coulait. À ce moment-là, Sally se sentit envahie par la peur, elle monta les escaliers en toute hâte, et découvrit que l'eau venait de la douche dans la chambre d'Angela. En arrivant devant la porte de la salle de bain, elle la trouva fermée. Elle poussa doucement la porte et ce qu'elle vit à l'intérieur était l'un des plus horribles spectacles imaginables, quelque chose qu'aucun d'entre nous ne pourrait supporter. Angela était morte, son corps flottant dans la baignoire qui débordait d'eau rouge de son sang. Les murs de la douche étaient également éclaboussés de sang. En voyant cela, Sally fut horrifiée et sortit en courant pour appeler la police. Peu de temps après, les policiers du village se rassemblèrent sur la scène du crime. En entrant dans la maison et en se dirigeant vers la douche, ils trouvèrent le corps d'Angela dans un état catastrophique. Un médecin de l'équipe médicale, également sur place, déclara que le corps était tellement mutilé que les traits de son visage étaient méconnaissables. Les policiers comprirent immédiatement qu'il s'agissait d'un meurtre. Angela, comme mentionné précédemment, était dans la baignoire, et son corps portait des marques de coups et de torture. Elle portait un t-shirt de nuit rose, mais rien en dessous. Une autre chose qu'ils remarquèrent était le sèche-cheveux branché et immergé dans la baignoire. Les enquêteurs pensèrent d'abord que le meurtrier avait tenté de faire croire qu'Angela était morte électrocutée par le sèche-cheveux tombé dans l'eau. Cependant, cela ne tenait pas la route, car son corps portait des traces de coups violents, ce que l'électrocution ne cause pas. Ils transportèrent le corps d'Angela pour une autopsie, et les enquêteurs commencèrent à fouiller sa chambre à la recherche d'indices. Ils remarquèrent des traces de sang à différents endroits de la maison, sur son oreiller, sur le tapis, et même sur les murs et la porte de la chambre. Les enquêteurs en déduisirent que le meurtrier avait probablement attaqué Angela pendant qu'elle dormait dans son lit, l'avait frappée violemment à la tête, puis l'avait traînée jusqu'à la douche pour l'achever. Dans ce genre d'affaires, la police soupçonne souvent un vol qui aurait mal tourné. Cependant, après avoir fouillé toute la maison, ils ne trouvèrent rien de volé. Même les $500 qu'Angela avait laissés sur une table dans sa chambre étaient toujours là. Les enquêteurs conclurent donc que le meurtrier ne l'avait pas tuée pour voler, mais qu'il l'avait spécifiquement ciblée. Ils décidèrent alors de découvrir qui était cette femme et ce qu'elle faisait dans la vie. Ils commencèrent à interroger sa famille et les personnes qui la connaissaient,
de près ou de loin, pour recueillir des informations sur Angela et pour vérifier si l'un d'entre eux pouvait être le coupable. Le village où vivait Angela était très petit, avec seulement 3000 habitants, et la police locale était en sous-effectif. Ils demandèrent donc l'aide de la police de l'État pour les assister dans cette affaire. Les policiers contactèrent d'abord les fils d'Angela, Justine et Gérald, pour leur annoncer la terrible nouvelle. En apprenant la nouvelle, ils furent dévastés et sous le choc, surtout Gérald, qui ne pouvait pas accepter la réalité. Il leur raconta qu'il avait vu sa mère le 29 mai, la veille de son meurtre. Ce jour-là, elle était venue lui rendre visite dans sa maison à Bristol, un village situé à 36 km de chez elle. Ils avaient déjeuné ensemble avec sa femme et ses enfants, passé un bon moment, et elle était repartie chez elle. C'était la dernière fois qu'ils l'avaient vue. Ce témoignage était important pour les enquêteurs, car il leur permettait de reconstituer un emploi du temps des activités d'Angela avant son meurtre. Ce genre de chronologie est crucial pour les enquêteurs afin de retracer les événements pas à pas avant le crime. Les enquêteurs commencèrent à reconstituer l'emploi du temps d'Angela à partir du moment où elle quitta la maison de son fils vers 20h30. Le trajet jusqu'à chez elle était clair et prenait environ une demi-heure, ce qui signifiait qu'elle avait dû arriver chez elle vers 21h. Peu après son arrivée, le meurtrier l'attaqua et la tua. Les enquêteurs mirent cette hypothèse de côté pour demander à son fils Gérald de leur raconter un peu la vie de sa mère. Angela Spence Shaw était née en Angleterre en 1933 et avait grandi dans une ville appelée Southgate, au nord de Londres. Elle y avait étudié, s'était mariée et y était restée jusqu'en 1975. À l'âge de 42 ans, elle et son mari Brendan, ainsi que leurs 2 enfants, décidèrent d'émigrer aux États-Unis. En effet, ils partirent pour l'Amérique et s'y installèrent. Brendan trouva un emploi dans une entreprise appelée Texas Instruments, et ils vécurent confortablement. Avec le temps, ils réussirent à économiser suffisamment d'argent pour ouvrir un restaurant près d'une université. Ce restaurant devint rapidement populaire parmi les étudiants et les professeurs. L'une des raisons du succès du restaurant était la personnalité d'Angela. Elle était une personne chaleureuse et toujours souriante, aimant l'activité. Elle était également très ouverte avec les étudiants, qui venaient lui parler de leur vie, de leurs problèmes, et elle les conseillait comme une mère. Tout allait bien pour Angela et Brendan, mais après quelques années, tout allait basculer du bon au mauvais. En 1984, Brendan a été diagnostiqué avec une leucémie en phase terminale. Angela, bien entendu, ne voulait pas perdre son mari, alors elle a vendu leur restaurant pour payer son traitement. Malheureusement, Brendan est décédé peu de temps après le début de son traitement, laissant Angela et leurs 2 enfants dévastés par cette perte. Quelques années plus tard, Angela se remaria avec un homme nommé Peter Shaw, et ils déménagèrent dans le village de Little Compton. Angela n'eut aucun problème dans son mariage avec Peter, qui était gentil avec elle et ses enfants, et il ne manquait de rien. Mais malheureusement, Peter mourut aussi en 1991. Les enfants d'Angela, qui étaient alors adultes, partirent chacun de leur côté pour vivre leur vie, laissant Angela seule dans cette maison. Cette femme était connue dans le village comme étant une veuve solitaire. Malgré cela, même si elle était seule et d'un certain âge, Angela voulait encore profiter de la vie. Elle était active et souriante, aimant sortir avec ses amis qu'elle avait rencontrés dans le village. De plus, elle aimait lire et faire de l'équitation. L'histoire d'Angela montre qu'elle était une personne aimable et non conflictuelle, sans ennemis connus. Les enquêteurs, en apprenant cette histoire, étaient perplexes quant à qui pourrait haïr Angela au point de la tuer si brutalement. C'est à ce moment que les résultats de l'autopsie d'Angela furent révélés. Ils montrèrent qu'elle était morte d'un coup viol à la tête, avec d'autres coups sur tout son corps. Elle avait été noyée dans l'eau et électrocutée par le sèche-cheveux. Les médecins légistes ont également trouvé des os brisés, des côtes fracturées, et des organes internes endommagés. Ils déclarèrent que le meurtrier avait non seulement frappé Angela, mais lui avait aussi sauté dessus à plusieurs reprises. Angela avait également été agressée sexuellement avant sa mort, et les enquêteurs purent récupérer de l'ADN de l'agresseur. Ils décidèrent donc de comparer cet ADN avec celui de tout suspect qu'ils arrêteraient. Les policiers pensaient que l'auteur de ce crime devait être un récidiviste, car il était peu probable qu'il s'agisse de son premier crime. Ils décidèrent de fouiller dans les dossiers des criminels de la région ayant commis des crimes similaires. Ils tombèrent sur le dossier d'un homme arrêté pour tentative de viol. Cet homme coopéra avec les enquêteurs, répondant à toutes leurs questions et acceptant même de donner un échantillon de son ADN. Mais lorsque les résultats furent disponibles, l'ADN ne correspondait pas à celui trouvé sur le corps d'Angela.
Les enquêteurs continuèrent leurs recherches et suspectèrent un autre homme avec un casier judiciaire encore plus lourd. Il s'agissait de Stanley, qui avait déjà commis un meurtre dans ce village le 21 avril 1965, soit 34 ans avant le meurtre d'Angela. Il avait tué une nourrice nommée Emma. Un jour, un homme ayant 2 enfants et dont la femme était décédée devait voyager pour le travail. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants pendant son absence, et Emma était la nourrice qu'il avait engagée pour cela. Il partit donc en voyage, laissant Emma avec les enfants. Le lendemain, à son retour, il trouva ses enfants endormis dans leur chambre, mais ne trouva pas Emma. En cherchant dans la maison, il sortit dans le jardin et découvrit son corps sans vie. Quelqu'un l'avait frappée à la tête avec une grosse pierre jusqu'à ce qu'elle meure. La police arriva et, après enquête, ils identifièrent le meurtrier, Stanley. Lorsqu'ils l'arrêtèrent, il avoua rapidement. Il leur raconta qu'Emma était une ancienne camarade de l'université dont il était obsédé, mais elle ne l'avait jamais remarqué. Après leurs études, il la suivait constamment. Ce jour-là, il avait vu le père des enfants partir et avait décidé de kidnapper Emma pour l'agresser. Emma se défendit de toutes ses forces et, à un moment donné, elle le mordit à la main, ce qui lui permit de s'échapper et de courir dans le jardin. Mais Stanley la rattrapa, prit une pierre et la frappa jusqu'à ce qu'elle meure. Stanley fut condamné à 40 ans de prison, mais il fut libéré après seulement 20 ans sous condition. Les enquêteurs de l'affaire d'Angela se concentrèrent sur Stanley, pensant qu'il pourrait être un tueur en série avec une obsession pour le meurtre. Les 2 crimes avaient des similitudes, les victimes étaient des femmes, battues à mort et agressées. Ils découvrirent que Stanley se rendait souvent dans le village où vivait Angela et que la maison de ses parents était proche de celle d'Angela. La police se rendit chez les parents de Stanley pour les interroger sur son alibi la nuit du meurtre. Ils affirmèrent que Stanley n'était pas dans le village cette nuit-là, mais dans une autre ville pour affaires. Les enquêteurs ne crurent pas cette histoire et décidèrent de retrouver Stanley pour vérifier son alibi. Après quelques jours de recherche, ils localisèrent Stanley et l'emmenèrent pour interrogatoire. Stanley, alors âgé de 56 ans, était choqué et ne comprenait pas pourquoi il était suspecté de ce crime. Les enquêteurs réalisèrent qu'il était peu probable qu'il soit le meurtrier, mais pour en être sûr, ils prirent un échantillon de son ADN pour le comparer à celui trouvé sur le corps d'Angela. Les résultats confirmèrent que l'ADN ne correspondait pas, et Stanley fut innocenté. La police se retrouva dans une impasse, ne sachant plus quoi faire pour résoudre ce mystère. De plus, l'affaire avait fait les gros titres dans tout l'État, et les habitants étaient effrayés, ne se sentant plus en sécurité avec un meurtrier en liberté. Après avoir réfléchi, ils décidèrent de reprendre l'enquête depuis le début, de retourner sur la scène du crime et de réinterroger les témoins, espérant trouver un indice qu'ils auraient manqué la première fois. Cette décision s'avéra être la meilleure, car en fouillant à nouveau, ils découvrirent quelque chose qu'ils avaient effectivement manqué lors de leur première investigation. Lorsque les enquêteurs décidèrent de recommencer depuis le début, la première chose qu'ils firent fut de retourner sur la scène du crime, c'est-à-dire la maison d'Angela. Ils arrivèrent sur place et commencèrent à fouiller minutieusement, en essayant de ne rien toucher pour ne pas contaminer la scène. En examinant attentivement, un membre de l'équipe découvrit quelque chose de suspect qui allait les aider à identifier le meurtrier. Avant sa mort, Angela avait engagé une entreprise de construction pour bâtir une annexe dans son jardin. Cette annexe était destinée à stocker des meubles et autres objets dont elle n'avait pas besoin dans la maison. Bien que les constructeurs aient commencé les travaux, ils n'avaient pas encore terminé, il restait à installer les portes, les luminaires et une ouverture directe depuis la maison d'Angela. Quand l'enquêteur entra dans cette annexe, il ne remarqua d'abord rien d'étrange, mais en regardant de plus près, il vit un trou dans le mur côté maison d'Angela, caché par un rideau. Il appela immédiatement ses collègues pour leur montrer la découverte. Ils réalisèrent que le meurtrier avait probablement utilisé ce trou pour entrer chez Angela. Les enquêteurs pensèrent immédiatement que les travailleurs de la construction avaient pu creuser ce trou. Ils contactèrent l'entreprise de construction, qui leur donna les noms des 2 ouvriers chargés de la construction, Kevin et Jeremy. Immédiatement, ils les emmenèrent tous les 2 pour les interroger. La première question posée fut « Pourquoi avez-vous creusé ce trou dans le mur ?» Les 2 ouvriers nièrent avoir creusé un trou, expliquant qu'ils avaient commencé la construction mais n'avaient pas encore terminé. Les enquêteurs séparèrent Kevin et Jeremy pour les interroger individuellement. Ils leur demandèrent où ils se trouvaient la nuit du 29 mai. Kevin répondit qu'il avait passé toute la nuit avec sa petite amie, sans aller nulle part ailleurs. Jeremy, quant à lui, expliqua qu'après le travail, il était rentré chez lui, s'était reposé, puis s'était rendu à une fête chez son voisin, où il avait passé la nuit avec ses amis.
Selon lui, la fête s'était terminée 1 heure avant l'aube, et il était rentré chez lui pour dormir jusqu'à 10 heures du matin. Une fois réveillé, il avait rejoint sa petite amie, qui était avec sa famille à Cape Cod pour le week-end. Les enquêteurs devaient maintenant vérifier si leurs alibis étaient vrais ou non. Ils allèrent voir la petite amie de Kevin, qui confirma que Kevin était resté avec elle toute la nuit du 29 mai, sans sortir. Les enquêteurs cessèrent donc de suspecter Kevin et se concentrèrent sur Jérémy. Ils se rendirent chez le voisin de Jérémy et lui demandèrent si Jérémy avait assisté à la fête le 29 mai. Le voisin répondit que Jérémy était bien présent, mais ajouta que la fête s'était terminée à minuit, bien avant l'aube comme Jérémy l'avait prétendu. Ici, la police s'assura que Jérémy mentait, affirmant qu'il était rentré chez lui 1 heure avant l'aube, autour de 5h30 du matin. Jérémy devenait désormais le principal suspect dans le meurtre d'Angela. Cependant, les enquêteurs ne pouvaient pas encore l'arrêter, car ils avaient besoin de preuves concrètes et n'étaient toujours pas certains qu'il soit le meurtrier malgré ses mensonges. Les enquêteurs interrogèrent ensuite la petite amie de Jérémy, Patricia, à qui il avait dit qu'il les rejoindrait au Cape Cod avec ses parents. Patricia leur raconta qu'il avait eu un comportement étrange le soir du 29, et même dans les jours qui ont suivi le meurtre. Elle expliqua qu'il l'avait appelé ce jour-là, avant la nuit du crime, et lui avait dit qu'il ne pourrait pas les rejoindre au Cape Cod. Lorsqu'elle lui demanda pourquoi, il s'énerva et se mit à crier, ce qui lui fit penser qu'il était ivre. Elle laissa tomber et lui dit de ne pas venir s'il ne le souhaitait pas. Le lendemain matin, le 30 mai, Patricia fut surprise de voir Jérémy les avoir rejoints au Cape Cod, bien qu'il ait dit qu'il ne viendrait pas. Elle trouva qu'il avait l'air étrange, silencieux et préoccupé, comme s'il cachait quelque chose. Tout ce que Patricia avait révélé à la police n'avait pas été mentionné par Jérémy lors de son interrogatoire, et il n'avait pas non plus d'explication claire pour son comportement cette nuit-là. De plus, Jérémy vivait dans un endroit proche du village où résidait Angela, sa maison étant à seulement 30 minutes de la sienne, ce qui signifiait qu'il pouvait facilement aller et venir. Les enquêteurs décidèrent de réinterroger Jérémy une deuxième fois. Lors de ce nouvel interrogatoire, Jérémy ajouta de nouveaux détails à son histoire de la nuit de l'incident. Cependant, son récit restait différent de celui de Patricia. Lorsque les enquêteurs le confrontèrent à ses mensonges, il montra des signes de peur et d'anxiété, semblant cacher quelque chose. Pour vérifier leurs soupçons, les enquêteurs savaient qu'ils devaient trouver une preuve concrète liant Jérémy au meurtre. Une comparaison de son ADN avec celui trouvé sur le corps d'Angela pouvait fournir cette preuve, mais cela prendrait du temps. Pendant ce temps, la police reçut un appel de Kevin, l'autre ouvrier travaillant avec Jérémy sur la construction de l'annexe chez Angela. Kevin leur dit qu'après le meurtre, Jérémy avait changé de comportement, parlant constamment de l'affaire et semblant très nerveux. Kevin avait essayé de rassurer Jérémy, lui disant qu'ils avaient simplement construit l'annexe et qu'ils n'avaient rien à craindre s'ils n'avaient rien fait de mal. Jérémy, cependant, avoua à Kevin qu'il était déjà entré dans la maison d'Angela pour utiliser sa douche à l'étage, ce que Kevin trouva étrange car il ne l'avait jamais vu monter à l'étage. Kevin informa également la police que le matin suivant le meurtre, lorsqu'ils étaient retournés à la maison d'Angela pour continuer les travaux, Jérémy semblait effrayé par la présence de la police et commençait à s'inquiéter de leurs investigations. Jérémy avait même dit à Kevin que beaucoup de gens portaient le même type de chaussures, en essayant de minimiser la possibilité que les empreintes de chaussures trouvées sur la scène du crime puissent le lier au meurtre. Les comportements inhabituels et les aveux partiels de Jérémy renforcèrent les soupçons des enquêteurs. Kevin, après avoir longtemps hésité, décida finalement de partager ses informations avec la police, espérant contribuer à la résolution de l'affaire. Lorsque les enquêteurs entendirent ce que Kevin avait à dire, ils décidèrent de fouiller dans le passé de Jérémy. Ce qu'ils découvrirent ne fit que renforcer leurs soupçons. Jérémy venait tout juste de sortir de prison sous caution. En octobre 1997, il avait été arrêté après s'être caché dans la voiture d'une femme, l'ayant attaqué par derrière et lui ayant ordonné de conduire. Heureusement, la femme avait réussi à s'échapper en se rendant dans le parking d'un restaurant, où elle avait ouvert la porte et couru vers la police. Jérémy avait été arrêté et condamné à 5 ans de prison pour tentative d'enlèvement. Cependant, après 1 an et demi, en mai 1999, il avait été libéré sous caution et avait trouvé un emploi dans une entreprise de construction. Les enquêteurs décidèrent de faire un dernier interrogatoire avec Jérémy et lui demandèrent un échantillon de son sang pour une analyse ADN. Après 3 semaines, les résultats confirmèrent enfin une correspondance entre l'ADN de Jérémy et celui trouvé sur le corps d'Angela. L'affaire était résolue, et Jérémy fut arrêté pour le meurtre d'Angela.
Il fut finalement condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Jérémy n'avoua jamais son crime, mais il finit par admettre qu'il avait creusé le trou dans la maison d'Angela. Jérémy savait qu'Angela vivait seule et avait planifié son attaque. Il l'avait torturée et tuée sans pitié, mais il reçut la punition qu'il méritait et passerait le reste de sa vie en prison, sans jamais espérer en sortir. Et c'est ici que se termine notre histoire. Si vous avez apprécié mon contenu, n'oubliez pas le petit pouce bleu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, à une prochaine fois.